Monsieur le secrétaire perpétuel, les informations et parfois des tristes informations. Alors, commençons par une information normale avec la tenue, donc la semaine prochaine, les 28, 27, 28 et 29 novembre prochains, de la troisième édition de la chirurgie 4.0. Donc, c'est dévolu aux innovations chirurgicales et il y aura une demi-journée au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui sera une session institutionnelle à laquelle vous êtes invité sur inscription. Le programme est actuellement diffusé en ligne et ensuite il y aura 2 jours à la Grande Crypte sur les principales innovations, la robotique connectée, la planification préopératoire, les data, où on va pouvoir mettre ensemble les praticiens et les industriels. C'est gratuit, vous êtes les bienvenus et on espère vous y voir. La deuxième nouvelle est une... Oui. Non, non, je voulais simplement dire une information, c'est que ce soir, nous organisons un dîner de mécènes au Val-de-Grâce et j'ai une très très bonne surprise. Plusieurs Altesses royales sont présentes, la famille Dassault au grand complet, la famille Pastor, des donateurs, quoi, en gros. Et donc, je remercie tous ces mécènes qui vont dans le sens de notre chirurgie du futur, parce que qui dit chirurgie du futur dit également des fonds nécessaires. Et je pense que ça va bien se passer et qu'on aura peut-être même des fonds. Donc, c'est que des bonnes nouvelles. Et donc, je remercie beaucoup Jean-Pierre Rosenbaum parce qu'il s'est beaucoup donné. Et puis, le ministère des Armées, puisqu'ils mettent à disposition le Val-de-Grâce, qui est quand même un lieu emblématique et prometteur. Trois objectifs. Ah oui, alors, avec effectivement trois objectifs, c'est pas non plus pour faire la fête, hein, c'est-à-dire le cancer du sein, sa prévention, son traitement, qui est un véritable problème, puisque vous savez que malheureusement, il y a beaucoup de cancers du sein, il y en a 62 000 par an, mais il y a quand même 13 000 décès, et le nombre de préventions est en train de régresser, ce qui est un petit peu affolant quand on pense à Octobre Rose. On est au 30e anniversaire d'Octobre Rose et on est à peine à 53% de dépistage, ce qui est tout à fait regrettable, y compris pour l'espérance de vie. La deuxième mission, c'est la chirurgie du futur en chirurgie pédiatrique, parce que c'est une chirurgie un peu de niche, et donc il y a des problématiques au niveau des fonds. Je vous rappelle que pour former un interne, c'est 7 000 € par an. Et comme il y en a 1 000, ça fait 7 millions. En cette période de restriction budgétaire, c'est quand même un petit peu compliqué. Et puis le troisième objectif, c'est bien sûr notre objectif, alors là, interne à l'académie, le retour à Saint-Côme, qui progresse. On n'a jamais été aussi près, mais on n'est pas encore arrivé. Néanmoins, on y va de plus en plus, puisque je vous rappelle que le 11 décembre, l'accueil des nouveaux chirurgiens se fera à Saint-Côme en tenue, puisque nous avons rétabli la tenue d'origine des académiciens qui avait été perdue de vue depuis la dernière guerre, et donc nous l'avons réinstituée. Mais malheureusement, il y a aussi des informations plus tristes. Voilà, alors nous avons reçu une triste nouvelle. Nous avons appris hier donc le décès de Jacques Périssa. Alors Jacques Périssa, c'est un chirurgien viscéral PUPH chef de service à Bordeaux qui n'était membre d'aucune académie. Mais tous les chirurgiens qui font de la célioscopie ou de la robotique des tissus mous quotidiennement lui doivent beaucoup. C'est lui qui a d'abord introduit dans son service l'endoscopie pour les chirurgiens, l'endoscopie digestive pour les chirurgiens, ce qui à l'époque était vraiment innovant. Et c'est lui, même s'il n'a pas réalisé la première vésicule par célioscopie, a initié, et en particulier est allé beaucoup aux États-Unis pour travailler sur ces sujets. Il était d'ailleurs orateur en mars 1989 lors de la séance du Congrès américain à Atlanta, en Géorgie, où François Dubois a annoncé son expérience sur les cholécystectomies par cystoscopie,
ce qui a provoqué une extension fulgurante dans le monde entier de cette voie d'abord chirurgicale. Est-ce que vous pouvez mettre la photo, s'il vous plaît, Pascal? Et donc, c'est lui qui a organisé à Bordeaux le troisième congrès mondial de chirurgie endoscopique. Et donc, on lui doit beaucoup et on fera, même s'il n'était pas membre de l'Académie, on fera un éloge à l'Académie de la part d'un de ses élèves. Alors, vous voyez sur cette photo les pionniers hein, de cette voie d'abord chirurgicale. On a Edmond Estour qui a beaucoup travaillé sur le sujet. On a Hubert Manès, qui est gynécologue, Maurice-Antoine Bruat, qui est gynécologue, les gynécologues avaient montré la voie, François Dubois, qui a donc été le premier à diffuser cette technique, Philippe Mouret de Lyon, et à droite, le plus grand, c'est Jacques Périssat, et enfin Jean Mouyel, qui a également beaucoup développé cette voie d'abord en France et en Europe. Voilà, donc on voulait rappeler sa mémoire, même si c'est quelqu'un qui était assez discret, mais il a été très efficace. Merci beaucoup. Le compte-rendu de la séance précédente, qui était donc le 13 novembre, Voilà, la séance de la semaine et dernière. qui était une séance très particulière, puisque je vous avoue qu'on a fini par une pièce de théâtre. Absolument. Une pièce de théâtre Absolument. qui traitait des problèmes médicaux, donc rien à dire. Et c'était avec des anciens malades. Donc, effectivement, la session de mercredi dernier était dédiée à la médecine narrative, modérée et coordonnée par Maxime Sodji de Limoges, Maxime Goupy de Paris, la médecine narrative, une révolution pédagogique, inspirée par Rita Charon en 2001 à l'Université Columbia. Elle tend à privilégier l'écoute. L'écriture révèle des choses qu'on savait sans le savoir. Et 20 heures de cours optionnels sont données en première année de deuxième cycle pour comprendre et développer cette activité. Plus d'écoute, sans interrompre le patient, et peut-être moins de biologie et d'imagerie d'emblée. Nicole Baggioli de Nice, la narratologie du récit dans l'art au récit comme art. Le récit suspend le temps. Il est un point de rencontre interdisciplinaire qui immobilise la mémoire et engage l'affectif. Il évoque un déséquilibre. Lire ou écouter ce qui est raconté pour comprendre les faits et comment ils sont traduits. Cynthia Fleury de Paris-Sainte-Anne, les usages de la médecine narrative à la chaire de philosophie du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Après la médecine expérimentale et l'évidence-base médecine, c'est un retour à la médecine humaniste. Les patients nous demandent d'être plus humainement que mécaniquement fiables, notamment pour les maladies chroniques. Comme Ambroise Paré, guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. Isabelle Galichon de Bordeaux, travaux de la chaire de médecine narrative, hospitalité en santé. Depuis 2022, il s'agit d'une démarche universitaire et de recherche qui s'adresse aux soignants et aux aidants. Des ateliers de service, des enseignements en quatrième et sixième année de médecine, un séminaire d'une journée pour 180 étudiants, un DU avec 100 heures de cours et un concours d'écriture. Une nouvelle composante de la médecine. Enfin, Maxime Sodji de Limoges, l'introduction de la médecine narrative en chirurgie bariatrique. Depuis 15 ans, 6000 lettres permettent de préciser la décision de s'orienter vers la chirurgie et la motivation intrinsèque et extrinsèque. Lire dans le patient. Je vous remercie. Merci beaucoup.